Bonjour, nous revoilà donc pour la dernière conférence de l'après-midi avec le professeur David DeVos, qui est le promoteur du protocole Pulse et qui va donc pouvoir nous informer sur les avancées de ce protocole. Je pense que ce sera fort intéressant. Je laisse donc David exposer et nous ferons, comme tout à l'heure, une petite série de questions dans la mesure du possible à la fin de son exposé. À tout à l'heure. Alors, merci de me donner l'occasion de vous présenter cette étude Pulse qui, comme vous le savez, est une étude qui est en cours depuis déjà longtemps, dont l'objectif est de mettre en place une cohorte multicentrique française, multimodale, c'est-à-dire qui va amener plusieurs paramètres cliniques, biologiques, histologiques, c'est l'étude des tissus, génétique, imagerie, électrophysiologique. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Quel était l'objectif initial qu'avait lancé Vincent Ménager juste avant de prendre sa retraite? C'est de dire qu'il fallait une très large cohorte de patients pour permettre de mieux cerner des paramètres qui seraient susceptibles de prédire un peu plus la progression de la maladie et de regrouper les patients dans des sous-groupes qu'on appelle des endophénotypes. Pourquoi? Bien parce que, à l'instar de toute maladie, un cancer, une maladie d'Alzheimer, de Parkinson, et bien une SLA, ça veut tout et rien dire, c'est-à-dire qu'il y a plein de réalités différentes, plein de maladies différentes. Et donc, du coup, pour bien expliquer, si on veut bien évaluer comment va agir un traitement, eh bien, il faut qu'on puisse déjà savoir chez tel groupe de patients comment ils évoluent naturellement et donc comment on peut infléchir, limiter cette évolution. Si on considère la SLA de manière générale, eh bien, on va continuer à avoir échec sur échec au niveau thérapeutique. Donc, cette étude est donc fondamentale pour cette maladie dévastatrice ce qui est commun quand on dit SLA, ça veut dire qu'on a une dégénérescence du premier neurone, du cortex à la moelle et de la moelle vers les muscles. On a peu de traitements qui ralentissent, même s'il y a quand même le riluzole. Comme je le disais à l'instant, c'est une maladie complexe. Donc, il faut une grande cohorte. Alors, les objectifs, eh bien, naturellement, c'est parmi tous ces critères multimodaux, imagerie, biologie, génétique, clinique, eh bien, on va amalgamer des facteurs qui vont prédire la pente, le déclin fonctionnel et la survie. Et donc, définir ces sous-groupes, à la fois en termes de cause des mêmes mutations génétiques, en termes de physiopathologie, c'est-à-dire des mêmes marqueurs tout au long de la maladie. Certains vont avoir des marqueurs d'inflammation plus élevés, d'autres des atteintes plus périphériques, des atteintes plus centrales. Et donc, ça correspond probablement aussi à des mécanismes sous-jacents différents. Et donc, ces sous-groupes pourraient peut-être être traités différemment. On se doute que peut-être certains traitements vont marcher sur des sous-groupes. Or, si on les étudie sur toute la population générale des patients SLA, eh on risque un échec thérapeutique et d'abandonner un traitement qui aurait pu être efficace sur un sous-groupe. Et donc, naturellement, c'est stratifier les patients à la fois a priori pour un essai thérapeutique, mais aussi les stratifier en termes de réponse à un traitement. Et donc, c'est ça qu'on appelle des biomarqueurs. Et enfin, par la même occasion, créer une immense banque de données multiparamétriques, multimodales, qui pourrait être accessible à l'ensemble de la communauté. Alors, voilà le design, voilà les centres qui participent. Bon, vous ne serez pas étonnés, ce sont les centres experts SLA qui couvrent notre territoire. Et donc, initialement, à la genèse du projet, il faut toujours revenir à la genèse du projet. C'était un projet extrêmement ambitieux qu'avait mis Vincent Ménager. Voilà, un collègue, puisque c'était devenu un collègue qui avait également la SLA, s'était battu pour le financer et une enveloppe exceptionnelle avait été trouvée et mise à disposition d'environ 1,4 million. Et le projet, au départ, de Vincent Ménager n'avait pas pu être réalisé. Lui-même avouait que c'était vraiment très ambitieux, peut-être trop, mais en tout cas, c'était ce qu'il fallait faire pour essayer d'avancer. Et du coup, la réflexion a été faite entre les différents collègues et finalement, ils m'ont demandé d'être le coordonnateur, donc pas
pas le responsable complet, je dirais, pas celui qui va enfanter le projet, mais celui qui va essayer de tant bien que de mal de le mener à son terme. Et donc, comme je suis à l'Université de Lille, INSERM et CHU de Lille, c'était donc, j'ai demandé donc au CHU de Lille d'être le promoteur. Et donc, les deux axes, le financeur et le promoteur, vont donc travailler main dans la main, et cela depuis de nombreuses années. Donc, on a une cohorte, on propose aux patients au moment de la première consultation. Alors, au départ, on dit au moment de diagnostic de SLA, puis après, on a dit au moment où il y avait une suspicion, ce qui permettait de retirer le mot SLA sur le consentement, ce qui permettait, parce que des fois on se trompe de diagnostic, et puis des fois il faut le temps d'amener le diagnostic et le suivi psychologique au diagnostic. Et donc ça nous a permis d'inclure plus facilement les patients au départ et de les suivre, leur proposer de les suivre comme ils sont suivis normalement dans les centres tous les 3 mois, et de proposer un suivi. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'examens qui étaient faits. Vous voyez, il y a des examens cliniques. On a pris tout ce qui était fait normalement, à la fois pour le suivi des patients, mais aussi pour les aspects décisionnels des traitements dans les centres experts. On a aussi fait ce qu'on appelle un biobanking, c'est-à-dire on a fait une banque de prélèvements à la fois génétiques, du sérum, du plasma, donc le sang, le liquide céphalorachidien, et des biopsies peau ou cutanées, qui est au Centre de ressources biologie à Lille, qui demande une plateforme spéciale pour bien conserver tous les échantillons de bonne qualité, avec des petits échantillons qui puissent être utilisés, etc. Une banque d'imagerie également, où on avait réfléchi aux meilleures séquences à l'époque pour pouvoir, et ça, la plateforme est à Paris, c'est la plateforme du CATI, c'est celle qui a été financée par le plan Alzheimer et qu'on a utilisée à la fois pour le Parkinson, la SLA. Et donc, ils ont l'habitude aussi de gérer cela. Et puis, ça paraît simple, mais ce n'est pas simple. C'est-à-dire qu'il fallait déjà harmoniser les procédures dans les 16 centres. Il fallait, quand on évalue avec la LSFRS, l'échelle fonctionnelle de handicap, il fallait qu'on soit certain qu'on l'évalue de la même façon. C'est pareil pour la biologie. Il fallait prélever de la même façon. Et quand on l'a mis en place, on s'est rendu compte que beaucoup de centres étaient relativement incapables de faire des prélèvements de bonne qualité. Donc, ça demandait beaucoup de travail pour expliquer aux infirmières des différents centres comment prélever, comment conserver l'échantillon de qualité, comment l'adresser, et puis bien sûr avec des transporteurs. Donc, tout ça coûte beaucoup d'argent et très long à mettre en place pour avoir des choses de qualité. Pareil pour l'imagerie, il fallait harmoniser, convaincre les neuroradiologues de faire ces séquences-là sur des temps dédiés, comme le financement, même s'il est conséquent, comme on va le voir d'1,4 million, il est très largement sous-doté, et donc on demandait surtout un effort aussi au CHU pour pouvoir finalement faire ces séquences sur des temps de recherche, mais payés, on va dire, assez faiblement, à peu près 300-350 € l'IRM, et surtout de vérifier la qualité. Et si la qualité n'était pas bonne, c'était vérifié sur la plateforme, et on redemandait au centre de refaire l'IRM ou de reprélever. Ensuite, il y a tout un aspect de data management avec un CRF, c'est-à-dire un Case Report Form, c'est-à-dire là où on enregistre tous les paramètres qui ont été scrupuleusement observés chez les personnes. Et là, donc, j'ai mis à disposition des attachés de recherche une project manager qui n'est pas financée par Pulse, et qui donc contrôle régulièrement que les choses avancent convenablement. Alors, bien sûr, l'objectif, c'est qu'à terme, on fasse un grand article avec un nombre conséquent, je vais y revenir, de personnes que nous avons pu suivre et analyser, et puis duquel on aura un organigramme de multimodal, clinique, biologique, d'imagerie, électrophysiologique et génétique, où on dira, voilà, si on a tel et tel facteur, on a telle vitesse de progression et on a tel sous-groupe qui correspond à tel sous-type de mécanisme. Et on a aussi, très vite, je me suis rendu compte, parce que c'était beaucoup de travail, qu'il fallait un retour sur investissement, pourrait-on dire, non pas financier, mais scientifique et médical. Et donc, l'idée était aussi que assez tôt, on a proposé des études ancillaires. Alors, qu'est-ce que c'est que des études ancillaires? C'est-à-dire que, voilà, par exemple, notre collègue de Marseille, qui travaille beaucoup sur l'électrophysiologie, a dit, moi, je voudrais regarder déjà les 100 premières personnes à qui j'ai fait une nouvelle technique, la triple stimulation ou le Munix, pour voir si déjà j'avais des critères de qualité, si déjà j'avais des données qui étaient intéressantes et qui pourraient être incluses plus tard dans le papier principal. Cela a deux vertus.
La première, de vérifier la qualité des données encore plus. Et deuxième vertu, de motiver le centre de Marseille. Vous verrez, le centre de Marseille et de Lille, ce sont ceux qui ont le plus travaillé. Et donc, Charles Matarin, par exemple, son équipe était extrêmement motivée à inclure des patients, puisqu'il y avait la possibilité de ces études ancillaires. Donc, j'y reviendrai sur l'aspect motivationnel, l'aspect contrôle qualité, et aussi pour nous, au niveau de la RSLA, eh bien, de montrer que déjà des travaux sont en cours, des publications sont en cours, et que déjà Pulse a un bénéfice clair. Alors, il y a une gouvernance, bien évidemment, puisque, encore une fois, je ne suis que le coordonnateur, donc je suis employé par le CHU. Donc, le CHU est le promoteur, c'est celui qui prend les risques, les assurances, etc., qui gère tous les aspects administratifs et financiers. Et puis, il y a la RSLA qui a financé en partie cette étude. Et on a créé, du coup, un comité, enfin deux comités. D'abord, un comité de suivi de pilotage, comme vous voyez en dessous, là, le CSP, avec en gros toutes les personnes qui au départ, autour de Vincent Ménager et après le départ de Vincent Ménager, se sont dit, bon allez, on va mettre en place ça. En gros, c'était tous les chercheurs assez impliqués au niveau national, vous connaissez leur nom, vous avez entendu parler d'eux à chaque fois, et donc ils étaient présents et on s'était réparti chaque paramètre, électrophysiologique, imagerie, etc., en fonction de nos compétences. Et on suivait pas à pas. Et là, on s'est rendu compte au cours de cette étude qu'on avait été extrêmement ambitieux et on avait demandé un nombre incalculable de paramètres dans tous les domaines, ce qui est extrêmement lourd. Alors, bon, pour les personnes déjà, mais surtout pour récupérer toutes ces données, vérifier toutes ces données. Il y a toujours des données manquantes et donc voilà, c'est un très très lourd travail. Et chemin faisant, on a dû quand même raisonnablement un peu alléger, sans bien sûr perdre la substantifique moelle, mais un peu alléger ces données. Et c'est tout l'intérêt du comité de suivi de pilotage, de réfléchir aussi comment on peut motiver les centres pour inclure. Le comité de scientifique et de valorisation regroupe également des collègues de toute la France et des membres de l'ARSLA, juristes, Christine Tabruenka et Marie-France Casaler, Marie-France qui, comme vous le savez, est ancienne présidente et qui a pris ce sujet à bras-le-corps et a vraiment été très active et très présente pour mener ce projet à bien. Et donc, ce comité-là a pour objectif de vérifier la qualité scientifique et donc justement de réfléchir comment on peut ouvrir la base, comment on peut permettre des études ancillaires sans compromettre l'étude principale et la grande cohorte, comment on peut aussi gérer les échantillons et ne pas tout dépenser, mais quand même avoir un retour scientifique, des publications, des avancées scientifiques et médicales pour la SLA. Et donc, bien sûr, une équipe qui va gérer tout ça et on s'appuie très largement sur les centres experts. Alors, voilà un petit peu où on en est. Donc, voilà les caractéristiques des patients. Vous voyez, à l'heure actuelle, on a 437 personnes qui ont été suivies, vous voyez, de 12, 24, 36. On a des contrôles, excusez-moi, je l'ai laissé en anglais. On a des contrôles, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas la SLA, qui sont considérées comme contrôle. Alors, on dit sain, mais enfin, on sait que personne d'entre nous n'est sain. On a tous des défauts et des travers, mais on va dire qu'ils n'ont pas de SLA et pas de maladie neurologique. Certains donc, ont accepté à faire un gros bilan biologique, une IRM encéphalique et médulaire. D'autres ont fait un bilan biologique et une ponction lombaire. Alors, dire quelqu'un qui n'a pas de maladie a accepté de faire une ponction lombaire. Non, c'était des gens qui devaient avoir une rachianesthésie pour mettre une prothèse de genou ou de hanche. Et parfois, on endort au niveau de la rachianesthésie. On leur demandait s'ils étaient d'accord de récupérer quelques gouttes de liquide. Ça, je suis assez fier de moi pour avoir mis ça en place. On a fait vous verrez, on a fait 19 patients complètement sains à Lille. Ça, c'est très précieux pour pouvoir comparer. On a des témoins neurologiques, on n'en a pas encore fait beaucoup. J'ai d'autres grandes cohortes, notamment de plus de 600 et 300 patients qui ont la maladie de Parkinson. On a aussi des cohortes de Alzheimer, donc ce sera assez facile de compléter ce groupe-là. Mais on voulait mettre d'abord nos forces, surtout sur la SLA. Et puis, Related Control, c'est des gens qui ont des formes génétiques familiales, qui n'ont pas encore la maladie, on ne l'espère pas, et ils sont prélevés à ce moment-là. Ça, c'est très précieux. C'est William Camus qui a mis cela en place. On a commencé à peine. Là aussi, ce sera fait. Alors, en moyenne, ils ont 62 ans. Vous voyez la répartition hommes-femmes, 2 tiers hommes et 1 tiers femmes. Les sites d'apparition, donc membres sup et membres inférieurs, c'est assez équivalent. Et puis, on a les fameux 1/4 de forme bulbaire, respiratoire et cognitive.
Donc, il y a des évaluations neurologiques pour vous montrer un petit peu certaines. Alors, je ne vous mets pas tous les paramètres parce que c'est un tableau qui est juste immense, mais les principaux, donc le score de handicap fonctionnel, vous voyez, qui malheureusement décline au fur et à mesure du temps, le testing de force musculaire, le pourcentage de temps en ventilation non invasive. Ça, c'est par exemple une évaluation de l'apathie. On a aussi l'ECAS, qui est l'échelle spécifique cognitive pour la SLA, l'évaluation respiratoire, l'évaluation électrophysiologique. Le biobanking, voilà le 166 qui ont de l'ADN, 192 sérum, etc., de la biopsie de peau, les contrôles. Vous voyez ici les contrôles sains, donc on a les patients qui ont fait du LCR aussi 100. Hein. Voilà, en imagerie 225 et 226 moelle, hein, c'est une imagerie du cerveau, c'est 45 minutes et plus 45 minutes moelle. Donc, c'est 2 créneaux. Hein, donc, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, c'est pas l'étape donc on en est là, c'est que il faut bien que vous compreniez que, parce que vous allez entendre qu'il y a des immenses cohortes de 10 000 ou 50 000 personnes SLA avec de la génétique et que c'est extraordinaire, mais en fait, ces cohortes-là servent à rien. Et j'assume ce que je dis, puisqu'en fait, ils ont juste un peu d'ADN, deux, trois renseignements où ils savent vaguement s'il y a une SLA, si c'est un homme, une femme et l'âge. Et avec ça, ben, on ne va pas réussir à déterminer, parce que la génétique seule n'est pas assez déterminante, n'est pas assez puissante. Sinon, ce serait déjà beaucoup plus facile. Il faut cumuler d'autres données. Et donc, cette cohorte qu'on a, donc, vous avez vu, on est bientôt à 500, c'est unique au monde. On n'a pas aucune autre cohorte actuellement dans le monde qui a ce multidomaine. Donc, on espère, là, on a un suivi que 3 ans, on espère que ça va nous. Enfin, on a déjà d'ailleurs des premières données sur des facteurs pronostiques de survie, des facteurs de déclin fonctionnel, ces fameux endophénotypes dont je vous parlais, cette stratification et cette grande base de données. Alors, avec le comité de suivi de scientifiques et de valorisation, on a mis aussi en place un accès aux données Pulse, c'est-à-dire que j'ai beaucoup milité pour que des données puissent déjà être utilisées par les équipes pour les motiver. Parce que si on dit à un centre SLA, qui, malgré l'enveloppe, heureusement, ministérielle pour les centres experts, on n'est quand même pas super bien doté, hein, et donc, du coup, on est dans une situation, vous le savez, au niveau des CHU, catastrophique, hein, et encore, c'est un euphémisme. Et donc, c'est assez difficile. On compte sur la gentillesse des patients, des neurologues, la motivation de tout le monde pour continuer à travailler dans ces conditions affreuses, sous-staffés, sous-dotés financièrement. Et donc, voilà, parmi la longue liste de choses qu'ils doivent faire, ils doivent déjà s'occuper des personnes, éviter la souffrance psychologique, essayer de bien vérifier qu'ils ont besoin d'une VNI, que au niveau diététique ça aille, que répondre à leurs questions, leurs besoins. Et puis ensuite, on essaie assez tôt de proposer des essais thérapeutiques. Et Pulse n'est pas un essai thérapeutique. Donc déjà, c'est moins aussi urgent et important pour les personnes qui ont une SLA et qui suivent les SLA, un soignant-soigné, le binôme. C'est déjà moins urgent que l'urgence de la prise en charge médicale, puis d'essayer d'avoir un nouveau traitement en plus du riluzole et des autres traitements. Donc Pulse vient après. Donc il faut motiver tout le monde pour le faire. Et donc, la motivation, c'est de se dire, ben voilà, il faut, si par exemple tu es intéressé par l'IRM, ben, tu peux poser une question scientifique, récupérer les 100 premières IRM et déjà faire une analyse. Et ça a permis effectivement de maintenir le flux des inclusions, mais il fallait quand même, et c'était le souhait évident de l'ARSLA, que ce soit quand même contrôlé, hein, et que ça ne se fasse pas comme ça de manière n'importe comment. Donc, on a constitué un comité. Il y a le président et le président du comité scientifique de l'ARSLA. Et puis, on a des membres qui sont indépendants. Ce qu'on fait, c'est que quand quelqu'un veut faire une étude ancillaire, elle envoie un synopsis qui doit expliquer quelle est la question posée, de quoi il a besoin, pourquoi il le fait, quels sont les résultats attendus. On demande à des experts, pour l'instant nationaux, c'est-à-dire entre nous, on évalue en disant bah, ça, c'est pas clair ce que tu veux faire, explique plus, etc. Bien sûr, quand il s'agit de l'IRM ou de la clinique, ça peut être réutilisable à souhait, donc ce n'est pas gênant. Le seul point qui est délicat, c'est la biologie. Donc pour la biologie, on est extrêmement prudent et on demande qu'il soit utilisé une toute petite quantité. Ensuite, on valide et puis on dit OK, tu peux commencer à analyser les données.
sous couvert d'une charte qui doit être signée, sous couvert d'un contrat tripartite entre l'ARSLA, le CHU de Lille et le CHU qui participe aux investigations et qui signe aussi, qui s'engage qu'il va publier les données et qu'il ne va pas détourner les données, etc., etc. Voilà 14 études ancillaires actuelles. Voilà. Donc, ça veut dire que là, on a déjà des études, voilà, Marseille, alors, en fait, là, c'est Paris, mais via Ulster, donc encore Paris, Montpellier, Paris, Lille, Paris, Nice, Lille, et le dernier qui est à Marseille. La plupart ont été acceptés, les 2 derniers sont en cours, et on s'est rendu compte qu'il y avait un temps long des conventions juridiques. Vous savez, le problème avec les juristes, c'est qu'ils ils trouvent toujours quelque chose à modifier sur un contrat. Donc là, on en a un petit peu marre, donc on va essayer de mettre en place un contrat plus simple et direct. C'est ils signent, ils ont rapidement les données. S'ils commencent à discuter, bah, tant pis, ils ne les auront pas, ou en tout cas pas rapidement. Donc, on est en train de fluidifier un petit peu tout ça. Donc, j'ai déjà parlé un petit peu émaillé. Vous savez, au départ, Pulse, on avait dit on va faire 1000 patients en 3 ans. Parce que quand on demandait à chacun dans chaque centre, tout le monde était motivé. Ah oui, bien sûr, j'en fais 40, je les mets tous dedans, pas de souci. Puis finalement, comme on dit, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Quand on a vu après la réalité d'inclusion dans les centres, on était bien loin. Et donc, mais c'est une généralité, c'est-à-dire, à titre personnel, j'ai fait d'autres grandes cohortes dans la maladie de Parkinson, et on arrive là maintenant à 600 patients dans la maladie de Parkinson avant la stimulation cérébrale, et ça a pris quasiment 10 ans pour avoir une magnifique cohorte. Et c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai partout. Donc voilà, c'est un temps long. Je pense qu'on est un peu comme la guerre 14-18, partie la fleur au fusil. Bon, on n'a pas perdu, on est en train de gagner, mais c'est beaucoup plus compliqué, long qu'anticipé. Heureusement d'ailleurs, parce que peut-être ça nous aurait privé de se lancer. La cohorte est complexe, hein, comme je vous l'ai dit. Il faut bien comprendre que voilà, on a besoin de cette complexité parce que c'est une maladie complexe, comme toutes les maladies. Il y a un temps d'harmonisation qui a été long aussi à faire, qui a été coûteux, qui a coûté énormément d'argent. On a un marasme économique des hôpitaux. Hein. Je pense que les gens tiennent pas parce qu'il y a cette humanité, parce qu'il y a cette empathie. Je veux dire, les infirmières font des heures sup sans arrêt non payées, les médecins aussi, dans des conditions pas simples. Donc voilà, ils tiennent parce qu'il y a une motivation et un espoir d'améliorer les choses. Mais bon, ce n'est pas toujours suffisant pour tenir au long terme. Alors, je vous dis, on a 500 patients. Est-ce qu'il faut attendre 1000 ou est-ce que c'est déjà bien? Ah non, parce qu'en fait, il y a des calculs statistiques. Si on se dit, bah, tiens, je veux regarder la différence blanche-grise dans mon IRM, je vais regarder telle mutation génétique, je vais regarder tel marqueur de neurofilament, et puis ça et ça, et j'en prends par exemple 50, c'est déjà beaucoup, 50, un multimodaux, et bien on a déjà la population suffisante statistiquement pour pouvoir le faire. Donc, 1000 permettrait de regarder 100 paramètres à la fois. 500 permet de regarder 50 paramètres à la fois. Donc, on n'a pas besoin d'avoir 1000. Bien sûr, si on a la population mondiale entière, ce sera encore mieux, mais déjà, on peut déjà beaucoup travailler et donc avancer. Et puis aussi, ce qui est important, c'est toujours, il n'y a pas de chiffre qu'on sort comme ça de son chapeau. Le chiffre dépend de la question posée. Et parfois, la question ne nécessite que 100 patients et puis 100 contrôles ou 50 contrôles. Parfois, d'autres nécessitent beaucoup plus. Les futures actions, c'est de maintenir la motivation des centres. J'ai peur d'avoir oublié de mettre la newsletter, mais je vais la mettre juste après. Et donc, notamment avec ces études ancillaires, on n'avait pas prévu de financer les témoins sains. Et comme je suis en souffrance au niveau du budget, au niveau du CHU, nous allons discuter cela, mais bien sûr, sur le principe, ça me paraît évident, mais il faut qu'on calcule le coût d'un témoin sain pour pouvoir le faire, pour pouvoir négocier et voir ce qu'on peut financer sur l'enveloppe déjà prévue. Hein, il n'est pas question pour l'ARSLA de dépenser plus. Et puis ouvrir, on a eu une discussion au dernier CSV qui est assez intéressante. On est tombés tous d'accord pour ouvrir vite à l'international. Il fallait quand même qu'on ait une cohorte suffisante, de qualité suffisante, hein, pour pouvoir ouvrir à des plus grandes équipes de recherche. Il fallait aussi rassurer nos collègues au niveau national pour qu'ils continuent eux-mêmes, puisque c'est eux qui travaillent, de les rassurer qu'ils ne travaillent pas pour les autres, mais qu'eux-mêmes pourront
aussi faire la recherche sur cette cohorte, et donc avec un embargo d'1 an qui pourrait commencer en 2022 et qui, du coup, à partir de 2023, serait ouvert à l'international. Pour encore plus de recherche, encore plus de publications, encore plus d'avancées, et puis aussi, pourquoi pas, donner des droits d'accès à des industriels qui peuvent payer très très cher, parce que par exemple, Biogène, vous savez, le très gros laboratoire américain, a voulu mettre en place ce genre d'études il y a quelques temps, ils ont eu beaucoup de mal, et donc par exemple Biogène ou d'autres labos seraient extrêmement intéressés pour avoir ne serait-ce qu'une copie de certains résultats que l'on a générés, tableau, et ça peut se vendre très très cher et permettre de nous refinancer pour continuer la recherche sur la SLA. Alors, il y a aussi une question du nombre. Allons-nous arrêter à 500, 600, 1000 ? Bon, le problème, c'est que plus le temps est long, là, on a à peu près, dans les meilleurs moments, on incluait 8 patients par mois. En ces derniers temps, le Covid nous a frappés tous. Vous le savez, ça a été désastreux pour la prise en charge. Et donc, du coup, il a fallu, on va dire, prioriser d'abord le soin et le bien-être des personnes, ensuite les essais thérapeutiques, et j'en conduis d'ailleurs un grand dans la SLA. Et Peoples, du coup, a été finalement un peu en souffrance parce que comme ce n'était pas prioritaire, forcément, on est tombé à certains mois à 0. Là, on est remonté à 3 à 5 par mois. Et plus le temps est long, plus les coûts s'envolent. Et là, on n'a pas le budget pour pouvoir tenir comme ça encore 10 ans avec ce rythme d'inclusion. Donc, il faudra qu'on réfléchisse euh, jusqu'où on va, comment. Et c'est un arbitrage qui va devoir être fait à la fois en réunion CSV, à la fois en réflexion avec la promotion du CHU, l'ARSLA aussi de manière interne, et puis tous ensemble pour prendre une décision intelligente. Voilà, en tout cas, merci d'abord à tous les participants et leurs familles. Les 16 centres experts, je n'ai de cesse que de les remercier, même ceux qui n'ont pas inclus depuis 5 mois, mais qui se remettent à inclure quelques patients. L'ARSTA, sans qui tout cela ne serait pas mis, le CHU de Lille, qui a accepté de cette mission difficile parmi d'autres de grandes cohortes, parce que, bon, voilà, comme je le dis tout le temps, s'il n'y avait pas eu le premier million de l'ARSLA, on n'aurait pas pu lancer les choses, mais s'il n'y avait pas le soutien massif du CHU, beaucoup de personnes travaillent sur ce projet sans être financées. Je pense qu'on peut très largement tripler la réalité du coût de cette étude. Et des réseaux, le réseau Filsan, le futur réseau Act4LS, sur lequel on travaille pour avoir un vrai réseau de recherche thérapeutique. Donc voilà, ça c'était la première photo, quand on s'était dit ça va aller vite, on va le faire vite. Et puis voilà, Véronique, ça c'est ma collègue qui dirige le centre, qui coordonne le centre de Lille, sans qui on ne pourrait rien faire. Marie, c'est notre attachée de recherche clinique qui travaille énormément avec Véronique pour avoir fait, ils ont quasiment fait plus de la moitié de tous les patients Pulse à Lille. Ça, c'est l'équipe de recherche préclinique, parce que du coup, on est très motivé aussi pour développer des nouveaux traitements. Et puis, on a déjà fait notre petite photo pour le défi de la santé avec mon épouse qui est prof de neurologie. Donc, on est prêt. Voilà, je serai heureux de répondre à vos questions. Alors, Jamila Fèvre, merci pour cet effort considérable de mise en collection. Avez-vous déjà obtenu des premiers résultats en réglant des facteurs pronostiques particuliers ou des sous-types de patients? On a des premiers résultats, oui, sur une étude ancillaire qu'on a fait à Lille sur la biologie, où on a vu que les neurofilaments, ce qui était déjà connu, était un facteur pronostique, mais on l'a confirmé. On a aussi vu que le sélénium, qui est un cofacteur d'une des enzymes majeures de détoxification du stress oxydant-lipidique, avait été aussi capable de différencier les sous-types de sévérité, également le pronostic d'évolution, ainsi que le 4HNE. C'est un peu compliqué, mais en fait, c'est un peu comme si dans la SLA, il y avait… en fait, le cerveau est l'organe le plus lipidique de notre corps, après le tissu gras. Donc forcément, dès qu'il y a un dysfonctionnement, on a ce qu'on appelle une peroxydation lipidique, c'est-à-dire un stress oxydant lipidique. Et ça, c'est catastrophique parce que ça détruit les membranes et c'est ce qui détruit les motoneurones. Il y a un article récent qui a montré qu'une des formes de mort s'appelle la ferroptose, qui est donc très liée au fer, semblait extrêmement pertinente dans la SLA, et on a effectivement des données qu'on a déjà publiées
et d'autres qu'on est en train de faire sur la cohorte Pulse, qui montrent qu'effectivement, si on regarde le taux de fer au niveau de l'IRM, si on regarde la peroxydation lipidique avec des marqueurs dans le sang, eh ben, on prédit un peu l'évolution du pronostic. Et l'intérêt, c'est qu'en plus, du coup, si on voit des personnes qui ont ces taux particulièrement élevés, on pourrait mettre des antiferroptotiques, par exemple un chélateur de fer, c'est d'ailleurs une des études qui est en cours, l'étude FER-ALS2, ou d'autres antiferroptotiques qui sont en cours de développement. Voilà un des exemples qui est en cours de… concernant les études ancillaires, avez-vous l'intention d'ouvrir dès maintenant aux chercheurs non reliés? Alors, la question de Jamila Fèvre, alors moi, ce n'est pas moi qui décide, hein, c'est un comité, c'est l'ARSLA. L'ARSLA, évidemment, est très motivé pour ouvrir assez vite aux chercheurs. Et il a fallu que je fasse à chaque fois l'équilibriste entre rassurer les collègues pour qu'ils continuent à inclure dans les centres, mais aussi pouvoir ouvrir aux chercheurs. Donc, je pense que le temps est venu maintenant d'ouvrir aux chercheurs internationaux. Ce qu'on a dit, mais ça doit être validé par le comité, enfin le conseil d'administration de l'ARSLA, validé de notre côté aussi. Mais ce qui pourrait être le bon plan, c'est qu'à la rentrée, en septembre, on fasse une grand-messe avec tous les collègues français. On leur annonce qu'il faut absolument qu'ils déposent une étude ancillaire car il y a 1 an d'embargo pour eux et qu'à partir de 2023, tous les collègues au niveau international pourraient participer. Alors, rassurez-vous, si par exemple mon bon copain Pierre-François à Paris qui travaille sur l'IRM, s'il a une super idée de recherche IRM avec un collègue anglais, lui a le nom de faire l'étude ancillaire et on travaille déjà avec des collaborateurs. Voilà, par exemple, les neurofilaments, on le fait. On vérifie certains dosages avec l'équipe phare mondiale qui est à Ulm en Allemagne. Donc, oui, ça va être fait, bien évidemment. Mais encore aussi, faut-il avoir un certain niveau, un nombre quand même conséquent et une qualité suffisante. Les appels à projets sont-ils à date fixe dans l'année ou au fil de l'eau? Ils sont au fil de l'eau, c'est une bonne question. Ils sont au fil de l'eau pour l'instant. Et on va relancer la motivation à partir de septembre, en espérant, comme tous, qu'il n'y a pas de seconde vague de Covid. Et si c'est plus ou moins maîtrisé comme on l'espère et qu'on le croit, je pense que oui, si chaque centre a une étude ancillaire, c'est bon pour tout le monde, ça motive. En plus, on réfléchit à son étude, donc ça nous oblige à réfléchir, à regarder la littérature, à se challenger. Et puis, ça motive aussi la personne à inclure beaucoup de personnes dans cette cohorte. Donc, oui, on le fait au fil de l'eau et on va relancer les choses plus fortement encore à partir de septembre en disant, voilà, vous avez 1 an. Avez-vous d'autres questions? N'ayez pas peur. Hein. Alors, il en reste une de Jamila Feb aussi. Avez-vous pris des contacts avec des industriels pour valoriser la collection et au-delà de cela, accompagner le développement de produits candidats? Alors, je suis très impliqué en recherche. Hein, c'est Aline Severo qui suit toutes les personnes. Moi, je l'aide pour toute la partie recherche. Donc, je suis assez souvent en contact avec des labos, des biotech ou des startups américaines ou autres. J'en ai même créé aussi pour développer les traitements, dont un traitement que j'espère qui va révolutionner le RSA, mais on va commencer dans 3 ans à base de plaquettes. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, oui, je suis assez souvent en contact. Les gens me disent que ça les intéresse, mais je n'ai pas mandat par l'ARSLA ni par mes confrères pour l'instant pour démarcher. Et puis, c'est un métier aussi. Donc, je vois que Marie-France apparaît. Et donc, justement, c'est quelque chose oui, qu'il faut qu'on fasse. Alors, rassurez-vous, hein, ça ne va pas déshabiller Pulse, au contraire. Hein, c'est juste une copie de données. Et ça se vend très très cher parce que nous, il y a un prix académique. Hein, le prix pour une association, c'est un prix défiant toute concurrence. Hein, on brade pour que ça puisse être réalisable. Mais un industriel, les coûts sont élevés. Une inclusion d'un patient, ça peut aller jusqu'à 5 000 euros et donc suivi comme ça à long terme. Donc ça veut dire que c'est des bases qui peuvent se vendre plusieurs millions d'euros et qui du coup nous permettraient de nous refinancer l'ARSLA. Et bien sûr, il faut que ce soit à chaque fois avec un contrôle par un conseil scientifique qui valide à nouveau. Si par exemple demain, il nous faut développer toute une analyse qui coûte très cher, eh bien, ça nous permettrait de refinancer ces analyses ou refinancer aussi d'autres recherches sur la SLA, thérapeutique notamment. Je donne la parole à Marie-France Casaler.
Oui, oui, je disais que je voulais d'abord remercier David pour le point qu'il nous a fait sur cette étude et aussi plus particulièrement sur son implication depuis de nombreuses années dans ce sujet. Nous avons beaucoup de discussions au sein du comité de suivi, au sein du comité scientifique. C'est parfois pas toujours facile parce que David, c'est la communauté des chercheurs et c'est bien sûr ce magnifique projet. Nous, c'est ce magnifique projet et aussi la défense des patients et des familles de patients. Sur le lancement des études, tu as dit effectivement qu'on avait lancé les études ancillaires et c'était à volonté profonde et nous l'avons suivi. Nous allons faire, les études ancillaires sont une chose, un appel à projet en bonne et due forme n'a pas encore été fait. C'est ce que l'on va faire. Ce que nous avons décidé dans le dernier conseil scientifique, c'est de lancer cet appel à projet en janvier 2022 pour que tous ceux qui ont participé à la recherche dans un premier temps puissent faire des études, enfin des projets d'études et non pas que ancillaires, des projets d'études en bonne et due forme. Et donc, dès 2023, début 2023, nous ouvrirons à la communauté internationale. Je voudrais remercier David pour avoir fait faire cette avancée, parce qu'effectivement, c'est une chose à laquelle nous tenions. Nous avons une posture très particulière puisque nous avons une convention, l'association a une convention avec le CHU de Lille et que nous suivons pas à pas ce projet. Nous allons gérer ensemble cette collection, c'est-à-dire nous participons aux réunions à laquelle on accepte de faire tel ou tel projet d'étude. Nous serons copropriétaires des résultats et même des bénéfices pour qu'on réinvestira dans la recherche. C'est ce qui est décidé et écrit en bonne et due forme dans la convention. Voilà, je voulais juste donner ce complément, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à un stade où on pense ouvrir la collection, les données à la communauté des chercheurs, qu'elle soit nationale ou internationale, puisque pour nous, pour les patients et les familles des patients, bien sûr, on respecte beaucoup nos chercheurs français et nous les respectons et nous les admirons. Mais nous, si une avancée est faite à l'international, c'est ça qui est important pour nous, c'est que la recherche avance. Nous souhaitons tous qu'il y ait très rapidement une avancée. Nous avons entendu tout à l'heure William Camus sur la génétique et vraiment pour nous tous, c'est vraiment un point très très important. C'est la première fois depuis de nombreuses années, depuis les années 90, où il y a eu le Riluzole, que l'on a des très bonnes nouvelles comme ça, mais avec Pulse, on espère encore avoir de très bonnes nouvelles. Merci beaucoup David et merci à William. Il est parti William, mais peut-être, je sais pas, je crois pas qu'il est là pour la façon comme l'a fait Valérie. Valérie, tu avais remercié William. Je m'associe à ces remerciements. Il nous a beaucoup aidé aussi sur Pulse. Et merci aussi à Valérie qui suit ça de très près et à Claude Denuel qui est le vice-président qui est aussi très impliqué dans ce projet. Et merci à tous surtout. Au revoir. Merci Marie-France. Il y a une petite question qui est apparue dans le chat. Peut-on aussi attendre de l'étude qu'elle permette de trouver les causes, des causes ou les causes des formes sporadiques? Ah, oui. C'est pas pour moi, ça. C'est pour David. À force de travailler ensemble, Marie-France, tu peux peut-être commencer à répondre, non? Non. Non. Marie-France me fait une formation continue en juridique parce que j'ai beaucoup à apprendre. Et moi, je apprends la recherche clinique. On se complète, David, on se complète. On a dû s'apprivoiser, exactement. Oui, c'est une très bonne question, évidemment. Il y a deux choses. Merci pour cette question. Il y a deux choses. Et ça me donne l'occasion de vous parler de choses qui me tiennent à cœur. C'est ce que je dis sans arrêt à chaque fois que je suis devant quelqu'un qui a une maladie, quelle qu'elle soit. Il n'y a jamais une cause. Même si on a un C9 ou RF72, même si on a un SOD1, il n'y a pas que ça. D'ailleurs, certains ont une mutation et leur maladie n'apparaît qu'à 55 ou 65 ans. Donc, il y a des causes. Je dis toujours, pour simplifier, c'est une équation avec une centaine de variables. Et donc, chaque personne qui commence une maladie, quelle qu'elle soit, une SLA, un cancer, n'importe quoi, c'est tout un ensemble de causes différentes. Dedans, il y a des causes génétiques. Génétique ne veut pas dire familial. On ne transmet pas tout.
Il y a des causes environnementales, elles sont évidentes, hein. Il est clair que les produits industriels, les métaux lourds, je vous parlais le cerveau est très lipidique, les solvants, hein, forcément, sont extraordinairement dangereux. Et donc, alors, et également l'alimentation, enfin plein de choses vont jouer, c'est certain. Bref, et donc du coup, quand on dit, ah bah tiens, on n'a pas trouvé une cause environnementale qui donne la SLA, bah évidemment, parce qu'à chaque fois, c'est très variable d'une personne à l'autre. Et quand on dit, oh bah, on ne connaît pas les causes, ça aussi c'est gonflé, c'est faux. On connaît des causes, on connaît plein de causes. Cependant, il est difficile pour telle personne de dire quelle est la liste exacte de toutes les causes qui a conduit à la SLA. Et ça, il faut bien retenir ça. Deuxième point, il y a des causes et il y a des facteurs qui vont influencer l'évolution. Et ce n'est pas la même chose. Et donc, on peut avoir une cause qui donne la SLA, mais on a plein de facteurs protecteurs. Et qui, du coup, va faire que l'âge d'apparition va être beaucoup plus tardif et la forme beaucoup plus lente. Et les grandes banques de données, on entend Mine, etc., machin, ils sont mignons, mais ils ne vont jamais répondre à cette question, puisqu'ils n'ont pas l'évolution de la maladie. Donc, ils vont juste éventuellement trouver des causes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent 10 000 et ils n'arrivent toujours pas à trouver des choses très, très pertinentes. Ils en ont trouvé quelques-unes, mais pas beaucoup. Et puis des fois, on prend, il y a eu des articles comme ça, on a pris des centenaires qui étaient morts, mais vraiment des centenaires, et on a retrouvé dans leur code génétique des tas de facteurs à risque terribles, de diabète, de machin, et pourtant ils ont été centenaires. Donc il faut bien comprendre que c'est un ensemble d'éléments, hein. Pour ceux qui font des maths, ça suit une loi chaotique. Il y a des attracteurs, et puis voilà, on va faire la maladie ou pas en fonction de ça. Et donc, il y a probablement dans la population générale aussi des gens qui ont des risques de le faire et qui ne vont pas le faire. Donc, les causes multiples, variables d'un individu à l'autre. 2, des facteurs qui influencent l'évolution. Pulse va être parfait pour trouver des facteurs qui influencent l'évolution. La population est petite pour trouver des formes génétiques extrêmement rares. C'est plus des grandes banques de données internationales. Mais ce qui va intéresser les grandes banques de données internationales, c'est de venir voir Pulse après pour dire, mais est-ce que ces données influencent, par exemple, les courbes d'évolution de ces patients? Et moi, je suis pragmatique. C'est-à-dire que je me dis, moi, je voudrais trouver des éléments qui me disent, bah, si j'ai ça, probablement, il va répondre à tel traitement, et je vais lui mettre le traitement et je vais suivre cet élément. Donc, il a une inflammation. Les gens, en ce moment, font des sauts de cabri avec l'inflammation. La maladie, ce n'est pas une maladie inflammatoire. Il faut arrêter de dire des bêtises. Mais l'inflammation peut favoriser, peut-être un facteur plus ou moins aggravant. Eh bien, si on voit qu'un groupe, un sous-groupe a un taux élevé, peut-être eux vont répondre à des traitements anti-inflammatoires plus particuliers. Vous voyez, l'état d'esprit, c'est celui-là. C'est-à-dire on ne comprendra jamais tout, mais ce n'est pas grave. On peut aborder sous un certain angle, voire un certain point, et du coup, on se dit, bah, tiens, dans ce sous-groupe-là, c'est élevé, donc là, on va mettre un traitement. 40 ans d'essai de neuroprotection, parce que le critère d'inclusion, c'est SLA. Donc ça, il faut arrêter. Il faut, premièrement, faire des sous-groupes, et deuxièmement, pour 2 types de sous-groupes. Un sous-groupe où on se dit qu'il y a un mécanisme derrière, et un sous-groupe en termes d'évolution. Je vais vous expliquer aussi un truc qui est, parce que c'est vraiment mon domaine étant prof de pharmacologie et donc en voulant développer les traitements, comme les formes sont il y a des formes très hétérogènes, comme dans toutes les maladies, hein, vous le savez. Il y a des gens qui ont des CA qui ont vécu très très longtemps et certains, malheureusement, en un an, l'état est catastrophique. Or, on a besoin, quand on développe une stratégie thérapeutique, de passer par des phases où on va tester sur un petit nombre. Parce que si on veut tester tout de suite sur 500 personnes, c'est 30-40 millions d'euros. Et puis c'est 5 ans d'essai thérapeutique. Il faut avoir une force de frappe d'un gros industriel. Donc voilà, ça ne peut pas se faire. Donc il faut passer par des petites phases. Et ces petites phases, c'est des go-no-go. Est-ce que mon traitement il est bien toléré? Est-ce que ça semble efficace? Et pour que ça semble efficace, il faut prendre des groupes de patients homogènes. Si j'inclus, par exemple, dans l'essai du chélator, on avait réfléchi du coup avec tous les collègues français en se disant qu'est-ce qui va faire que l'évolution est plus ou moins rapide. Je vais vous donner un exemple et vous allez me dire, bah oui, c'est quand même couillon, c'est du bon sens. Quelqu'un qui a des signes depuis 3 mois,
il a déjà un déficit moteur au niveau de sa main et il est déjà dans un centre expert. On est sûr que c'est une forme grave parce que l'évolution elle va très vite. Quelqu'un qui arrive dans un centre expert, ça fait déjà 20 mois que la maladie, depuis les premiers signes moteurs, hein, eh bien, forcément, la pente, elle est différente. Et ça, c'est un signe qui est massivement important et qui commence à peine à être pris en compte dans les essais thérapeutiques. Donc, moi, je ne veux pas, dans un petit essai, de ce qu'on appelle les déclineurs trop rapides ou les déclineurs trop lents. Parce que sinon, je ne peux pas caractériser mon traitement. Parce que si le déclineur très lent, il est dans le groupe placebo, le déclineur très rapide dans le groupe traitement, je vais dire faussement, ça ne marche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut qu'on soit plus pertinent pour bien évoluer. J'aime bien dire toujours ça, mais je trouve que c'est une merveilleuse histoire et c'est une histoire vraie. Souvent, quand on dit sclérose, les gens confondent. J'ai souvent des demandes pour sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, il n'y a rien à voir. Mais dans la sclérose en plaques, il y a une révolution ces derniers temps, une vraie révolution. C'est tous les traitements qui ont diminué l'inflammation. Alors, c'est moins compliqué que ce qu'on doit faire, mais quand même. Et pourquoi ils ont réussi? Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, on calcule le nombre de plaques à l'IRM. C'est hyper con, c'est hyper simple, c'est facile. On peut le faire sur un petit nombre de patients. On teste différentes doses, on voit que ça marche à 6 mois sur une IRM. Et après, paf, on met en place la grande étude de phase 3, plusieurs millions, on est sûr de réussir parce qu'on a bien caractérisé comment ça va se passer pour savoir la dose, etc. C'est ça qu'on a besoin dans la SLA. Un marqueur d'imagerie ou de biologie qui dit ça répond pas, tchac, je peux le passer. Parce que si on attend la survie, si on attend le déclin important, ben ça veut dire qu'il faut attendre longtemps, ça veut dire qu'il faut traiter longtemps, ça veut dire que ça ne va pas, quoi. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on soit plus pertinent, plus percutant avec des outils d'évaluation très forts. Et c'est ça qu'on veut développer. Merci beaucoup. C'est très clair et très instructif. Est-ce que je peux poser une petite question? Une petite dernière. Allez. Enfin, j'en ai une petite série, mais bon. Justement, par rapport à ce que vous nous disiez d'avoir trouvé dans le stress oxydatif à partir des premières études dans Pulse, est-ce que vous avez regardé justement dans une population hors Pulse, donc vos patients habituels, si vous voyez, si vous avez donc cette cohorte de validation avec vos marqueurs de stress oxydatif que vous nous avez décrits précédemment? Ouais. Dans ce que je vous ai expliqué précisément, c'est la même chose pour le PARC et l'Alzheimer, sauf que dans la SLA, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus. C'est vraiment. On ressent la sévérité de la maladie. D'accord. Mais effectivement, c'est plus fort, notamment pour les neurofilaments, pour le 4HNE, pour le sélénium. C'est beaucoup plus pertinent, beaucoup plus fort. Dans Pulse, vous avez une analyse, je me presse parce que comme ça va bientôt se terminer. Dans Pulse, vous avez une analyse démographique. Est-ce que, au regard de ce que vous venez de nous dire, vous faites chez les patients, d'ailleurs Pulse ou non Pulse, une enquête de vie et de travail, c'est-à-dire vous avez intégré ça de manière… On a mis, parce que j'avais demandé à une collègue médecin de travail, d'ailleurs ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu, de faire des questionnaires d'exposition à des toxiques. Mais bon, vous connaissez ça ne se fait pas toujours, ça, parce que moi, je vois mon mari qui est maintenant décédé, personne ne lui a demandé ce qu'il voulait. Non, alors, non, mais vous avez raison. C'est pas du tout rentré dans le standard des médecins dans la prise en charge de cette maladie, pas du tout même. Alors, alors, il faut essayer d'avoir des traitements, comme tout ce qu'on a dit, je ne vais pas répéter, mais c'est le gros point qu'il faudrait faire, vous avez raison. Moi, je suis complètement d'accord avec vous. On s'excite sur les gènes, pourquoi? Parce que c'est plus facile. Hein. Pourquoi on fait de la génétique? C'est facile. Hein. C'est facile, la génétique. Il suffit d'avoir un petit prélèvement de sang, puis après, c'est tout. Hein. Donc, il n'y a aucun mérite. En revanche, on s'empoisonne. Tout le monde connaît quelqu'un qui a fait un cancer du sein. Mais ça ne choque personne. La pilule, le tabac, les pesticides, les métaux lourds. Évidemment que ça participe à la SLA, mais tout le monde s'en fout. Pourquoi? Parce que, enfin, c'est pas vrai, j'exagère, je suis un peu provocateur, vous commencez à me voir, mais l'idée, c'est que il y a plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est très compliqué, Mme Fèvre, de faire ça, très, très compliqué. Il faut des questionnaires très longs, très compliqués, il faut des prélèvements. Il y a des gens qui font des belles études. Il y a un jeune Lillois qui s'est installé à Lyon, qui fait des très belles études là-dessus, sur les toxiques. Philippe Couratier, qui est notre épidémiologiste, qui fait beaucoup d'études d'épidémiologie, qui est très, très fort là-dessus aussi. C'est pas du tout… Pulse n'est pas prévu pour ça. Vous savez, une étude est prévue pour quelque chose. Elle n'est pas prévue pour avoir une étude épidémiologique large.
Donc, si on voulait faire ça, il faudrait mettre en place un registre national et avec des moyens. Voilà. On essaie justement de convaincre, alors je ne reviens plus sur son nom, mais il y a un collègue parisien qui est très fort là-dessus, qui travaille beaucoup dans le Parkinson, de le faire dans la SLA. Il commence à le faire aussi, parce que c'est lui qui a bien prouvé les pesticides dans le Parkinson aussi. Enfin, ça avait déjà été fait dans les années 80 en Californie. D'ailleurs, je connais bien la personne qui l'avait mis en place. Et donc, il faudrait qu'on fasse les mêmes études dans la SLA. Mais ce n'est pas facile. Et il ne faut pas partir sur une chose. Vous savez, par exemple, il y a le BMAA. Et donc, on s'excitait tous à dire, bah, ça va, voilà, les cyanobactéries, c'est ce qui va participer à la SLA. Mais en fait, il faut plutôt raisonner en charge toxique. Et donc, il y a des équivalences de toxiques. Et donc, voilà, c'est une étude très compliquée, mais ce serait extrêmement important de le faire. Les Pulse pourraient le faire aussi quand même parce que, enfin, c'est mon sentiment, hein. Je ne suis pas spécialiste, mais par exemple, sur la question de métaux lourds à potentiel neurotoxique, cytotoxique, on pourrait imaginer quand même doser dans tous ces sérums que vous avez collectés ou dans les plasmas ou dans le LCR. On peut le faire, mais on aura Pardon ? on peut le faire, on peut le faire, on va le faire. Moi, je travaille beaucoup sur le fer, hein, donc déjà sur les autres métaux aussi. Mais on peut le faire, mais ça n'aura pas une visée épidémiologique de preuve. Non, mais ça donnera une petite preuve de concept qui se passe quand même, vu que vous avez une population contrôle. Déposer déposer un synopsis d'études ancillaires. Impossible, je suis Voilà. pas neurologue. On va vous faire travailler. Voilà, vous allez. Le bon mot de la fin, n'hésitez pas. J'ai un dernier mot, je voudrais vous remercier. Et si vous pouvez vous-même porter la bonne parole par rapport à Pulse, je pense qu'on a besoin de motivation aussi sur cette étude. Vous l'avez compris, c'est long, c'est difficile, ça a été douloureux hein, pour Marie-France, Christine, moi, enfin les autres collègues, mais on est quand même fiers et jamais on lâchera et on va continuer. Mais c'est vrai que si vous pouvez faire un peu de publicité par rapport à… Oui. Ça nous aiderait beaucoup. On va revoir tout ça. Et après, j'engage les personnes qui n'ont peut-être pas eu au moment la question qui venait facilement de nous écrire sur contact@rsla.org puisque nous pouvons collecter les questions et essayer de vous en faire un retour en nous laissant juste le temps nécessaire pour ça. Mais c'est tout à fait faisable et je pense que ce sera apprécié. On a une dernière question qui est arrivée sur une forme familiale de SLA, maman et fille. Est-ce que des analyses seraient intéressantes chez les petits-enfants? Alors voilà une question extrêmement aussi importante. Ça n'a rien à voir avec Pulse, mais ça a à voir avec la prise en charge médicale et le conseil génétique. Il y a deux niveaux. S'il y a plusieurs membres dans une famille qui ont une maladie, a fortiori la SLA, oui, ça vaut le coup de faire de la recherche génétique, mais de la recherche, c'est-à-dire que si vous demandez à un centre expert, eh bien, il pourra prélever différents membres et vérifier si on trouve un gène en cause. Cependant, il faut être prudent et être bien expliqué aux personnes parce qu'il ne s'agit pas d'embêter des personnes qui n'ont pas envie d'avoir un diagnostic. Donc, c'est bien à viser recherche, d'accord? Mais si jamais ensuite ces personnes disent je voudrais avoir le résultat, ils n'auront pas le résultat puisque c'est recherche. Et puis, on ne fait pas de prélèvement des petits enfants chez des gens mineurs qui n'ont pas de maladie. Donc, enfin, il y a plein de règles. Il faut aller voir votre médecin de centre expert et ils vont vous expliquer ça parfaitement. Voilà. Merci beaucoup. On va clôturer cette conférence, je répète, fort intéressante. Merci beaucoup. Et je vais en profiter pour vous dire au revoir à tous et merci beaucoup pour votre participation et votre attention. J'en profite pour faire la pub. J'ai vu que David l'avait déjà mis dans la fin de son diaporama. Merci beaucoup pour faire la pub sur notre course connectée cette année, faute de mieux, au bois de Vincennes, qui démarre du 19 juin au 3 juillet. Et n'hésitez pas à participer et surtout à faire participer les gens autour de vous. Il suffit d'aller sur notre site ou sur le site Défi la SLA. Voilà. Bonne fin d'après-midi et à très bientôt à tous.